7 heures dans tout le Bénin. C'est l'heure de notre rendez-vous matinal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Bonjour le Bénin s'installe chez vous, bien sûr, à travers vos écrans pour 120 minutes d'émission. C'est parti donc. Au menu, ce matin, nous parlerons des plateformes d'influence sur les réseaux sociaux et de leur impact sur la mobilisation citoyenne. Que faut-il en retenir? Restez avec nous pour le savoir. Nous évoquons également un événement qui rassemble filles et fils du même quartier autour de diverses activités. Miss Ebohui est imminent. On vous donnera tous les détails dans cette émission. Et puis nous parlerons également santé avec un focus sur la résistance antimicrobienne, un sujet où les jeunes s'engagent de plus en plus. Mais avant tout ceci, nous ferons un tour de l'actualité. Nous découvrirons ce qui fait le menu aujourd'hui sur le bulletin d'information. Ce sera avec Génial Afouda Monsiagbouka. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce début de journée. Cap sur le zoo pour ouvrir ce bulletin. Oui, le zoo, Sa Majesté Roi du Royaume de Dahomey, via un message, s'est adressé au chef de l'État ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Il appelle par ailleurs tout le peuple béninois à la cohésion et à l'unité nationale. On l'écoute au micro de Pierrette Adin aussi et Canel Kapo. Dada Wododo, Sakou, les grands dignitaires du royaume historique de Dahomey ont tenu à exprimer leur sentiment de désapprobation, de désolation et de tristesse face à la tentative de déstabilisation de notre pays. Nous tenons à informer tout le peuple qu'il est nécessaire de rassurer les hommes en uniforme et de les féliciter en même temps, notamment les loyalistes à l'endroit du chef de l'État. Dieu le Tout-Puissant aura toujours à le protéger pour qu'il puisse se retrouver en bonne santé, en bonne moralité, force et courage pour défendre le Bénin et tout ce que ce peuple espère de lui. Nous devons, nous tous, prendre grande conscience pour que les élections à venir puissent se dérouler dans de très bonnes conditions, dans la paix et le dialogue. La diaspora, elle aussi, déplore les événements de ce 7 décembre, des actes qu'elle dénonce avec fermeté. Je vous invite ici à suivre les propos de quelques membres de la diaspora béninoise. Je condamne fermement le coup d'État. C'est le peuple qui élit un président. Celui qui veut gouverner le pays n'a pas besoin d'un coup de force. Il a besoin de se faire élire par le peuple. C'est la seule voie légale pour diriger un pays. Son Excellence, M. Patrice Talon, est celui à qui le peuple a confié sa destinée pour l'instant. C'est le lieu de féliciter et d'encourager nos forces de défense et de sécurité pour le devoir bien accompli. La communauté béninoise en Côte d'Ivoire réitère sa confiance indéfectible au président Patrice Talon. Nous, UPR Session Allemagne, condamnons avec la plus grande rigueur cette tentative de coup d'État. Disons non à toute prise de pouvoir par les armes et réitérons notre soutien à notre cher président, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon et son gouvernement. Le Bureau fédéral bloc républicain de la diaspora américaine, par ma voix, condamne avec la plus grande fermeté cette tentative de coup de force qui relève d'une vieille époque. Cet acte, d'une extrême gravité, constitue une atteinte directe
à l'ordre constitutionnel, à la stabilité de nos institutions et à la sécurité de notre nation. Il s'agit d'une violation des fondements démocratiques auxquels le peuple béninois reste profondément attaché. Nous témoignons notre profonde compassion aux victimes ainsi qu'à leurs familles et partageons leur douleur. Nous exprimons notre plein soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à son gouvernement légalement établi, aux institutions de la République, aux forces de sécurité et de défense pour leur engagement et détermination à protéger avec professionnalisme la nation et ses citoyens. Nous affirmons notre engagement indéfectible à défendre l'unité nationale, la souveraineté du Bénin et le fonctionnement régulier de ses institutions. La Fondation Malek Hossou n'est pas restée indifférente à ces événements-là. À la mosquée de Zogbo, près d'une centaine d'hommes fidèles musulmans comme imams ont répondu à l'appel de leur leader pour une lecture du Coran dans le but de rendre grâce et demander l'assistance divine sur le Bénin pour une paix totale. La rencontre s'est achevée par une déclaration de la Fondation et de ses organisations sœurs. Suivons l'essentiel de leur déclaration au micro de nos reporters. Face à cette tentative injustifiable de prise de pouvoir par la force, nous exprimons notre condamnation ferme et catégorique. Aucun projet politique, aucune ambition personnelle ne peut légitimement se bâtir sur la violence, la peur ou la déstabilisation d'un pays en paix. Le Bénin ne saurait être livré aux ambitions obscures de quelques individus prêts à sacrifier l'intérêt général sur l'autel d'aventures personnelles. Nous rendons un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité, dont la promptitude, le professionnalisme et le courage ont permis de préserver l'intégrité de nos institutions et de protéger nos concitoyens. Nous condamnons fermement et avec véhémence toute tentative et manœuvre obscure visant à compromettre cette paix et cette stabilité. Partout où l'Union islamique du Bénin et la Fondation Malek Hossou va chercher à défendre la paix, qui est comme un idéal de l'ORITRAB qui travaille pour le rayonnement d'un climat de paix, nous serons là. Pendant ce temps, dans l'Ouémé, les militants du parti UP Le Renouveau ont eux aussi condamné l'acte. Ils ont par ailleurs salué la prompte intervention de l'armée béninoise, intervention qui a permis de faire échec au projet de remise en cause de l'ordre constitutionnel. Viti Saroré, Michel Egui. Réunis à Dangbo, les militants du parti Union progressiste Le Renouveau dans la vallée de l'Ouémé condamnent avec fermeté la tentative de coup d'État survenue le 7 décembre 2025. Nous tenons à condamner avec la dernière rigueur cet acte crapuleux de coup d'État qui, croyez-moi, relève d'une autre époque. Nous voulons donc ici rappeler aux turiféraires de coup de force que le Bénin a définitivement tourné cette page depuis plusieurs décennies. Par la même occasion, hommes, jeunes et femmes, membres du parti UP Le Renouveau dans la vallée de l'Ouémé, réaffirment leur soutien et leur attachement au chef de l'État. Nous disons au président Talon que les femmes amazones de Dangbo sont derrière lui. Nous ne voulons plus de ces actes dans notre pays. Toute la jeunesse de Dangbo soutient le président Patrice Talon. Un coup d'État déjoué grâce à la riposte de l'armée républicaine. La bravoure des forces de défense et de sécurité est également saluée. Plus jamais cela! Plus jamais cela! Plus jamais cela! Plus jamais cela!
Oui, la population elle aussi se fait entendre au lendemain de ces faits. Taxi-moto, femmes des marchés habitants, c'est à travers une mobilisation spontanée devant la mairie qu'ils ont dit non au coup de force. Amandine Agnamboussou. Un vaste mouvement citoyen s'est levé à Ouidah pour rejeter toute tentative de prise de pouvoir par la force au Bénin. Partis du Fort français, les marcheurs ont sillonné toute la ville avant de converger vers la mairie. Ils ont été rejoints par un front uni de maires des communes environnantes, d'honorables députés, de représentants des confessions religieuses. Tous dénoncent avec fermeté la tentative de coup d'État. Il est chef de guerre parce que pendant la crise, il est resté debout au sein de la population pour dire jamais, jamais, plus jamais ça. Et au nom de toutes les populations de la commune de Ouidah, pour dire un sincère merci. Merci pour avoir compris que notre pays doit être un pays de paix, un pays de prospérité, un pays qui se développe dans l'harmonie, la solidarité, la fraternité de ses enfants du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est pour cela que vous êtes levé comme un seul homme pour venir dire non, plus jamais de coup d'État dans notre pays. À Cotonou, les citoyens réitèrent également leur soutien indéfectible au président de la République et le maire de la ville a été mandaté pour relayer leur ferme opposition. Au Bénin, ce qui prévaut, c'est le dialogue. Ce message que les femmes des marchés, les étudiants nous ont porté, nous allons transmettre ce message au chef de l'État. Un message assez réconfortant, un message de prière, un message de paix. À Cotonou, comme à Ouidah, ces défenseurs de la République le martèlent. Leur mobilisation exprime leur soutien indéfectible à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Et après l'échec du coup de force au Bénin, la bataille ne s'est pas arrêtée dans les rues. Elle s'est déplacée sur nos écrans, sur les plateformes numériques. Des contenus trompeurs ont circulé pour brouiller les repères et alimenter la confusion entre vérification médiatique et initiative institutionnelle. La lutte contre la désinformation s'organise. Désormais, un seul mot d'ordre s'impose. Rester vigilant et s'appuyer sur les outils mis à disposition pour défendre la vérité. Hilaire Kodjo. Dans les heures sombres qui ont suivi le coup d'État manqué au Bénin, une autre bataille s'est ouverte, celle de la communication sur la toile. Les réseaux sociaux ont été envahis par des vidéos sorties de leur contexte, attribuées à tort aux événements du pays. Ces images manipulées servaient à semer la confusion. Dans ce cas précis, on sait que c'est une vidéo générée par IA. Maintenant, j'ai cité certaines choses, le clignement des yeux, le décor qui n'est pas stable. On peut ajouter la voix qui n'est pas alignée au mouvement des lèvres. Ce sont des choses simples qui peuvent permettre aux gens de deviner qu'une vidéo est générée par IA. Face à cette guerre numérique, le Centre national d'investigation numérique CNIN a réagi en lançant la chaîne Anti-Fake News Bénin AFNB. Objectif: offrir aux citoyens un canal fiable pour distinguer le vrai du faux et protéger l'ordre constitutionnel contre les manipulations. Dans cette bataille, chacun a un rôle à jouer. Ne pas relayer l'intox. Suivre la chaîne AFNB et faire de la vérité la meilleure arme contre la désinformation. Ce bulletin se poursuit. Plusieurs hautes autorités béninoises se sont réunies pour un même devoir: honorer la mémoire de l'ancien président de la HAC, Adam Boni Tessi, qui a marqué l'histoire de la régulation médiatique au Bénin. Une cérémonie d'hommage chargée d'émotions où nous plongeons Saint-Tiche Quincpon et Françoise Issou. À cette cérémonie d'hommage dédiée à Adam Boni Tessi, l'émotion est palpable ici au siège de la RAC, où il a exercé pendant plusieurs années. Le président de la 5e mandature de la RAC aura marqué plusieurs esprits. On est devenus vraiment des amis. Je vous dis pourquoi. Parce qu'après, quand je suis devenu président, c'est l'une des premières personnes que j'ai appelées parce qu'entre-temps, il ne manquait jamais de m'amener de bonnes tubercules d'igname. Il savait aussi avoir une main de fer dans un gant de velours. Je le sais, parce que nous avons travaillé sur des sujets de régulation.
Nous pleurons l'extinction d'une force tranquille, d'une sagesse qui nous était nécessaire. Je garde de lui l'image d'un homme simple, souriant, comme vous le constatez, en sa photo exposée devant nous. Et tandis que nous recueillons devant sa mémoire, l'Écriture sainte nous rappelle l'éternité des fruits, des graines semées en ce bas monde. Femmes, enfants, petits-enfants et proches du disparu, tous reçoivent aujourd'hui le témoignage d'un pays reconnaissant. Cher papa, ce n'est ni pas des pleurs, encore moins pas des lamentations qu'il conviendrait de te célébrer. Toi qui auras laissé une grande mémoire, celle que laissent les grands hommes. C'est plutôt en revisitant l'immense œuvre de ta vie qu'il conviendrait d'honorer ta mémoire. Au-delà des honneurs et des discours, une certitude demeure. L'œuvre d'Adam Boni Tessi survivra en son absence parce qu'un homme s'en va, mais les valeurs qu'il a défendues, elles, continuent de guider la République. On descend tout doucement, mais d'abord le point des marchés ouverts du jour. Ce sera tout pour ce bulletin que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se retrouve demain, même heure, même canal. Jennifer Sachivi, c'est à vous. Merci à vous, Génial. Afouda Monsiagoka, un plaisir de vous avoir suivi. On poursuit cette émission Cap maintenant sur Instant Politique. On en lit, on en suit depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, les plateformes d'influence politique sur les médias sociaux, justement, se multiplient, relaient des informations parfois crédibles, parfois attribuées à de la manipulation. En tout cas, elles redessinent le rapport des citoyens en général à la vie publique. Dans ce contexte assez sensible, nous revenons sur la question et justement pour comprendre l'origine des multiplications de ces pages et comptes engagés et justement comment distinguer la vraie information de la fausse. On en parle avec un expert en communication, Adéfi Deyon, en communication digitale, je précise. Adéfi Deyon, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors déjà, je ne sais pas, vous l'avez certainement remarqué puisque vous êtes un acteur des réseaux sociaux, on se rend compte quand même qu'il y a une certaine prolifération de ces plateformes d'influence politique. Plus précisément, qu'est-ce que cela révèle selon vous? Je pense que la multiplication de ces plateformes rime avec une certaine démocratisation qui va avec
l'ère du numérique qui nous caractérise. C'est une démocratisation presque directe entre gouverneurs et gouvernés, parce que désormais, n'étant pas sur le terrain, les gouvernants sont au courant des faits sociaux via ces plateformes, parfois des dénonciations, parfois des revendications. Tout à fait. Et j'aimerais quand même savoir si, puisque je parle de politique, si le contexte actuel s'y prête un peu ou prête un peu flanc à la chose. Je rappelle que nous sommes juste à quelques jours, je dirais quelques mois pratiquement, des échéances électorales. Nous venons d'échapper à un coup d'État déjoué et tout cela nourrit les passions, suscite l'intérêt. Est-ce que quelque part, c'est tout cela qui pousse certains à créer du contenu autour, ou c'est juste une pure coïncidence? La tentative déjouée est un fait marquant de ces derniers jours, et il faut s'attendre à ce que ce soit le sujet principal d'animation de ces plateformes. Dans le cas des opposants, il y aura forcément une utilisation en vue de donner raison à leurs revendications qui on ne peut juger légitime, parce que la manipulation politicienne est omniprésente. D'un autre côté, les artisans de paix vont saisir aussi l'occasion pour appeler à la paix, pour appeler à la cohésion sociale. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, à la base, les plateformes d'influence, hein, je précise, ça peut être à travers des contenus vidéo, des textes écrits. Lorsqu'elles abordent un sujet, justement, quel est l'objectif derrière? Si on doit enlever l'aspect politique, déjà, quel est l'objectif recherché, ce qui est ciblé? L'objectif, c'est l'adhésion populaire. D'accord. C'est l'adhésion populaire. C'est du leadership d'opinion. D'accord. C'est du leadership d'opinion. On a beaucoup de leaders d'opinion qui, aujourd'hui, dans la nouvelle tendance, sont désignés par le terme influenceurs, qui partagent des données, des informations en vue d'une adhésion massive. D'accord. Et justement, je vais dire, nous sommes tous un peu consommateurs de ces canaux-là. Vous, je le sais, moi également, en tant peut-être que simple téléspectatrice ou spectatrice plutôt. À quel moment on arrive à faire la différence et à sélectionner ce qu'il faut consommer, puisque tout vient à nous? La retenue et le recul sont des filtres indispensables pour le destinataire. Il y a beaucoup de manipulations sur fond d'intelligence artificielle concernant les vidéos, les images, mais quand on y prend garde, on note des couacs. Donc, tout destinataire devrait se retenir afin de ne pas tomber sous le coup du code numérique. D'accord. Et vous le disiez, hein, l'objectif, c'est l'adhésion populaire. Je reviens toujours dans le contexte que les médias sociaux, à la base, rapprochent un peu tout le monde, permettent de s'informer un peu partout et quand même, je le dis, intéressent beaucoup parce que très rapidement, avec une plateforme, un smartphone, on a droit à l'information. Est-ce qu'il n'y a que du négatif sur ces plateformes d'influence-là? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire, le bilan est mitigé. Il y a autant du positif que du moins positif. Donc, on a des leaders d'opinion qui sont très objectifs, qui sont des personnes ressources dans
dans les domaines d'intervention sur les sujets traités. Et c'est aussi une indication de leur, je ne parlerai pas de professionnalisme, mais de leur intégrité. D'accord. Et justement, parlons de professionnalisme, j'y venais. Est-ce que ces outils-là, lorsqu'on sort du cadre du Bénin, de tout ce qui fait l'actualité, est-ce que les politiques utilisent justement ces médias sociaux à travers le monde, dans d'autres pays d'Afrique, justement, pour impacter d'une façon ou d'une autre? Est-ce que c'est un outil légitime, indissociable, par exemple, de toute communication politique, et pourquoi? Absolument. C'est à l'aide du numérique, la communication repose sur ces plateformes. On a eu au Sénégal, pendant la période préélectorale et électorale, le PASTEF qui a beaucoup usé des médias sociaux pour la mobilisation, pour l'engagement. On observe aussi dans la campagne américaine l'utilisation des outils numériques aussi pour le même but. Donc c'est indissociable comme vous l'avez dit, et il faut canaliser la chose pour éviter les dérives. D'accord. Je pense que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication devrait responsabiliser toute plateforme ou profil ayant atteint 10 000 abonnés. Parce que 10 000 abonnés... Responsabiliser comment? Responsabiliser, c'est-à-dire... qui est quand même un certain type d'autorisation et qui est des... Ce qui se fait déjà un peu. Oui, et qui est des exigences semi-professionnelles. Afin de cadrer tout ça, pour éviter les dérives. J'aimerais quand même insister sur le côté positif. On parle de politique, on sait que ça engage tout un peuple, ça engage les pouvoirs publics. Quels peuvent être les bons côtés, vous en tant qu'expert, quels peuvent être les bons côtés de l'utilisation de ces plateformes d'influence en politique? Ben, le bon côté, c'est faire adhérer massivement à des causes, à des objectifs, à des projets de société. D'accord. Donc, c'est la meilleure façon de mobiliser jusqu'aux confins de notre pays sans se déplacer, sans user de logistique très, je dirais, très cher. Très contraignant également. Mais lorsque justement on nous dit que les réseaux sociaux sont un couteau à double tranchant, à quel moment, je dirais, la mauvaise graine s'est insérée? À quel moment ça devient un peu nocif, un peu dangereux? Ben, ça devient nocif quand les propos, les thèmes sont violents ou incitent à la violence, quand ça empiète sur le terrain de l'unité nationale, quand ça empiète sur le terrain de la décrédibilisation de la gouvernance, ça devient nocif. Parce que là, ça appelle à la violence, ça appelle à des manifestations qu'on ne pourrait contenir. D'accord. Alors, on va partir d'un cas concret, on va faire une sorte d'illustration. Nous sommes tous les deux consommateurs des médias sociaux depuis des années maintenant, on y trouve notre compte, etc.
Mais à un moment, vous le dites, il faut sélectionner tout ce qui est unité, ne pas privilégier tout ce qui est violence. Mais malheureusement ou heureusement, je me connecte, j'écoute tout ce qui est unité, mais j'écoute aussi tout ce qui est psychose. Comment je fais pour être sûr qu'on n'est pas en train de me mettre en alerte parce qu'il y aurait peut-être un danger qui vient et lire toutes ces informations quand même et rester calme? En fait, il y a les références et les ressources qui jouent beaucoup. Les références, les médias traditionnels présents en ligne sont des références. Les ressources, c'est-à-dire si on traite d'un sujet, qu'est-ce qui crédibilise celui qui traite du sujet? C'est-à-dire, on parle de politique. Est-ce que celui qui en parle émane d'un parti politique ou émane de la société civile? Parce que si une personne lambda traite de sujets qu'il ne maîtrise pas, forcément, il faut éviter de se laisser embarquer. D'accord. Donc, les ressources, les références. En termes plus clairs, il faut vérifier les comptes. Oui. Il faut vérifier les auteurs, voir s'ils sont habilités, s'ils sont, je dirais, homologués, s'ils sont des figures représentatives. C'est bien cela. Absolument. D'accord. Et lorsqu'on a affaire à des pages qu'on appelle notamment des faux profils, il faut plutôt se méfier. Si je résume, c'est cela. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, justement, est-ce qu'il y a moyen de limiter les contenus de ces faux profils dans notre quotidien? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut se désengager, on peut arrêter de les suivre. Et c'est vrai que les faux profils reviennent à chaque fois, mais si on n'est pas sûr de ces contenus-là, ni de leur auteur, il faut se désengager. D'accord. Mais j'insiste justement sur le contenu parce que j'aimerais comprendre un peu. Est-ce qu'il y a des techniques, puisque vous êtes du domaine justement, j'insiste sur ça, est-ce qu'il y a des techniques de désinformation utilisées? Tout à l'heure, à l'entame, vous avez évoqué l'IA, mais à part l'IA, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont utilisées pour inciter d'une façon ou d'une autre? Oui, il y a des techniques de désinformation, c'est-à-dire le traitement de l'information. Là, je vais du côté des tests de tout ce qui est écrit. Le traitement de l'information. Une information peut être traitée de sorte à créer une psychose, de sorte à mettre en avant des aspects je dirais négatifs, mais qui sont récessifs. C'est-à-dire mettre des enjoliveurs psychologiques pour donner l'aide, pour alarmer. D'accord, d'accord. Donc, tout ça, en dehors de l'IA, font partie des... Donc, il faut également faire intervenir son intelligence. Absolument. Voilà, nous parlons terre à terre ici, vraiment pour qu'on se comprenne. Oui. Et on nous parle également de l'algorithme. Je ne suis pas vraiment experte du domaine, mais je sais que l'algorithme est important. Comment faire pour contrer cela quand je ne me sens pas adapté à une information, je précise politique? Comment faire pour ne pas permettre à cela de tout le temps venir dans mon fil d'actualité, si je puis dire? Le fil d'actualité, c'est la place du marché. D'accord. La place du marché. Il faut, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de retenue, il faut beaucoup de recul, et il faut du désengagement. Mais sur la place du marché, tout circule. Tous les produits du marché sont présents. Donc, il faut se... C'est-à-dire, il y a par exemple des actualités qui circulent qu'on n'a pas besoin de lire. C'est-à-dire, quand tu lis les premières lignes, avant de cliquer sur... suite. Sur la suite, donc, il faut lorsque passer. Je fais passer, l'algorithme évite
de me ramener cela. Oui. D'accord, pour préserver peut-être mon équilibre et ma santé mentale. Donc, je précise que selon le type de contenu politique, je fais un résumé sur ce plateau rapidement pour conclure. La période s'y prête un peu. Les politiques sont très actifs en ce moment parce que c'est l'un des meilleurs moyens de se rapprocher des populations, si je vous suis. Et en termes de contenu, on peut sélectionner selon, bien entendu, ce qu'on a envie d'entendre, que cela soit de la psychose, une alerte, ou que cela soit justement une autre forme. Merci de nous avoir édifiés sur... Je rappelle que vous êtes expert en communication digitale, c'est bien cela, Adé Fidéion. Je vais prendre congé de vous marquer une courte pause et poursuivre avec Bonjour le Bénin. Donne-moi ça. Les élections approchent. Et cette fois-ci, ça va être chaud. Cette fois-ci, je vais voter. Hein? Oui? Tu veux voter? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait ton RAVIP? RAVIP? Non, pas encore. Si tu ne le fais pas maintenant, ton nom ne sera pas inscrit sur la liste électorale informatisée. Et sans ça, tu ne peux pas voter. Ah. Moi, j'ai 18 ans en décembre. C'est bon? Si tu as 18 ans, avant le 11 janvier 2026, date des premières élections de l'année électorale, tu peux voter. Il faut être béninois, avoir fait son RAVIP. Et pour les Béninois vivant à l'étranger, il faut être inscrit sur le registre des Béninois de l'étranger. Moi, j'ai déjà fait mon RAVIP. Je suis tranquille. Et même si tu as déjà fait ton RAVIP, il faut prendre le temps de vérifier si tes informations sont à jour. Ton nom, ton numéro, ton adresse et même ton centre de vote. C'est important pour être sûr que tu es inscrit sur la liste. Et on vérifie ça comment? Très simple. Tu peux consulter ou mettre à jour tes données sur e-service.anipo.bg ou sur l'application Anip BJ ou directement avec le code étoile 151 dièse sur ton téléphone. Tu veux aussi changer ton centre de vote? C'est possible. Si tu as déménagé ou changé de quartier, tu peux choisir un autre centre de vote plus proche de ta nouvelle demeure. Et si tu vis une partie de l'année dans un village ou dans un autre quartier, tu peux aussi aller voter là-bas. Je vais le faire maintenant. Cette fois-ci, faut pas rater. Hé, Javier, tu connais. Tu veux voter en 2026? Fais ton RAVIP. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote? C'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj avec l'appli Anip BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet Anip à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez? Regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple, boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour?
Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Bonjour, le Bénin se poursuit donc. C'est l'heure de voir du côté des événements. Qu'est-ce qu'on doit découvrir? Où est-ce qu'on doit aller? C'est tout de suite avec Patrick Diossou. Patrick, bonjour. Bonjour, Jenny Hassier, Jennifer, Jenny Hassier. Jenny Hassier, je préfère pour vous. Alors, avec vous, on a toujours les bonnes adresses, on a toujours les bonnes infos. Le week-end, il est là, mais il n'est pas encore exactement là. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une fête, Misebo Hui. Une fête, oui, Misebo. Vous savez, le quartier d'affaires, un quartier d'affaires de Cotonou, un quartier qui brasse tout ce qu'il y a comme affaires, tout ce qu'il y a comme tenue vestimentaire. Et quand les fêtes s'approchent, c'est un quartier où on peut retrouver aussi des jouets pour les enfants. C'est un quartier d'affaires pour la fête. Mais avant de parler de Misebo Hui, justement, nous sommes en train de nous acheminer vers une fête. Quelle est la fête? C'est Noël. Noël, c'est une fête, je dirais d'abord, pour les enfants, une fête qui brasse toutes les énergies pour les enfants. Et pour pouvoir rappeler la fête de Noël, il y a une chanson, nous avons parlé de cette chanson hier, Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, c'est une chanson écrite par Raymond Vinci, une chanson qui a, l'auteur c'est Raymond Vinci, le compositeur c'est Henri Martinet, et celui qui a eu l'idée de bien chanter ce chant et qui vend des disques, qui a vendu des millions de disques par rapport à ce chant, il s'appelle Tony Rossi. Tony Rossi, on va faire un clin d'œil à Tony Rossi et suivre cet élément qui nous parle de sa vie, de sa manière de chanter, sa manière exceptionnelle de chanter. On suit. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Constantin Rossi, dit Tino Rossi, chanteur et acteur français, né le 29 avril 1907 et mort le 27 septembre 1983. Sa chanson Petit Papa Noël, sortie en 1946, demeure la chanson la plus vendue de l'histoire de France. Sa voix, que certains comparent à une chasse d'eau ou un robinet, d'autres à une voix d'or, d'aucuns à une voix de velours, et puis quelques-uns à une voix de miel, fut sollicité par le cinéma, car il n'existait alors que des films chantants pour donner au public l'occasion de découvrir les visages des vedettes. Couvrant 2 octaves et demie et présentant un thème vocal aux nuances les plus évoluées et les plus diversifiées, notamment de plus grave à un peu aigu, sa voix exceptionnellement longue trouvait son origine dans une anomalie des cordes vocales qui laissa son médecin ORL très surpris de voir son patient capable de chanter. Avec Petit Papa Noël, Tino Rossi détient le record de vente le plus élevé de disques en France. Petit Papa Noël. Pour Tino Rossi, c'est Tino l'Éternel. Petit Papa Noël.
Alors, Tino Rossi, je rectifie, pas Tony. Pas Tino. Tony, non. Vous l'avez d'ailleurs dit, Tino de Constantin. Oui, Tino, comme Constantin. Constantino. Tino Rossi, donc nous avons parlé de Tino Rossi pour remettre encore sur le tapis cette fête qui vient et cette fête qui retient l'attention à Misebo. Avec Misebo Houé, une fête qui a été créée par des jeunes d'une association Dahomey Mouvement, MD, non, TM. Bon, il va en parler. Celui qui est avec nous, on peut trouver de belles robes pour la fête de Noël et pourquoi pas des costumes intéressants. Il y a tout à Misebo. Et certains jeunes ont décidé de recréer cette idée de fête, mais avec les habitants de Misebo, avec les vendeurs de Misebo. Lui, il s'appelle Kadnel Niaoui, il est avec nous. Il va nous parler de cette fête qui est à sa 2e édition. Bonjour Kadnel. Bonjour Monsieur Patrick, bonjour tout le staff de Bonjour Bénin. Bonjour. Franchement, je suis vraiment content d'être ici et merci pour la promotion que vous faites pour Misebo. Vraiment, vous avez parlé de Misebo et franchement, plus que moi-même, je suis très content de... Vous êtes habillé en Misebo? Petite question. Comme vous le voyez, je suis habillé en Misebo. En tout cas, il y a de très belles choses qui s'y trouvent. Oui. Merci, madame. Alors, quelle est cette idée? Pourquoi l'idée de cette fête? Pourquoi l'idée de cette... on est déjà à la 2e édition. Pourquoi vous avez pensé que Misebo pouvait avoir sa fête, son Houé? En fait, Misebo mérite bien son Houé. Oui, comme vous le dites, Misebo mérite bien sa fête parce que c'est un quartier qui a vraiment abrité beaucoup de grandes personnes, de grands événements, de grands business. Et on sait comment est-ce que ça se passe à Misebo. C'est une zone commerciale. C'est une zone commerciale qui regorge beaucoup de gisements. Vous savez, en ce qui concerne le vestimentaire et tout ce qui concerne la jeunesse même, elle-même, c'est Misebo en fait. Donc nous pensons que loin de tout ce qu'on pense négativement aussi de Misebo, pensons aussi amener beaucoup de personnes à voir la richesse qui est en Misebo à travers les jeunes talentueux qu'on essaie d'inviter sur un podium pour juste commémorer la fin d'année en joie, où on invite plein de talents, ceux qui ont du talent à venir se faire promouvoir, venir se faire voir sur les événements de Dahomey Mouvement. Okay. Oui, donc d'où c'est Dahomey Mouvement, pas Dahomey Mouvement. Oui, bon, c'est un peu stylé. C'est un peu stylé. DM, Dahomey Mouvement. Oui, voilà. Donc c'est une association de jeunes, Dahomey Mouvement. Oui, c'est une association de jeunes qui vise à faire la promotion artistique, culturelle, surtout des jeunes qui ne sont pas encore connus sur la toile, des jeunes qui n'ont pas de moyens de se faire valoir. Voilà, nous trouvons des moyens pour organiser des spectacles en plein air, pour les faire valoriser, pour les faire valoir. Voilà. Justement, ce seront des spectacles en plein air pour Misebo Houé. Vous avez cette année poussé la fête après Noël, donc c'est... le 30? Oui, la fête c'est pour le 30 décembre. Le 30 décembre. Oui. Donc ce n'est plus directement à Noël. Alors comment ça va se passer cette fête? Comme vous le savez, comme l'a bien su dit, Misebo, c'est tout ce qui est vestimentaire. Oui. Il y aura plein de défilés de mode ce jour où des créateurs de mode vont venir faire passer leurs articles. Il y aura, comme je l'ai dit, la prestation des artistes, la promotion des talents en danse, en chant, un peu de tout. Oui. Voilà. Et mis à part ça, il y aura des stands de vente d'un peu de la bouffe, un peu de tout. Et oui. La fête sera belle quand même. Il y aura à manger. Oui, voilà. Et vous avez pu associer et non seulement les jeunes, enfin vous êtes aussi jeunes de Misebo, non seulement les jeunes, mais aussi les marchands, les vendeurs de Misebo. Comment vous avez réussi cette prouesse-là? En fait, vous savez, Misebo, c'est un quartier où l'information passe très vite, surtout quand il s'agit de Dahomey Mouvement, que tout le monde connaît bien. Et nous sommes des acteurs dans la société.
Franchement, on connaît la situation des jeunes à Missebo, on sait qui toucher et puis on a fait beaucoup de choses, beaucoup d'événements déjà dans le passé. Et quand il s'agit de nous qui voulons organiser cet événement, je pense que ça passe très vite et beaucoup de personnes sont en train de nous rejoindre encore jusqu'à ce jour et pour ne serait-ce que donner un coup de main à l'événement. Tout, nous profitons en même temps et dire à toute personne qui est vraiment intéressée par un tel événement de s'approcher de nous et pour que tout se passe dans la joie et dans la paix. Alors, Patrick, moi je suis quand même curieuse d'en savoir plus sur ce mouvement-là, le Dahomey Movement. Oui. Alors, c'est un mouvement des jeunes de Missebo, si je comprends bien? Non, des jeunes du Bénin, des jeunes du Bénin, oui. Vous avez choisi Missebo, pourquoi Missebo? Pourquoi Missebo? C'est le quartier qui vous a parlé. Pourquoi Missebo? Parce que c'est un quartier d'abord qui regroupe beaucoup de jeunes et surtout beaucoup de jeunes désœuvrés. Voilà, donc excusez-moi pour le thème, mais qui ont plein de talents à promouvoir. Voilà, donc il faut tout faire pour les intégrer d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a une étude, est-ce que, je ne dirais pas une étude, est-ce qu'il y a une prospection pour détecter ces talents ou vous les avez juste appelés pour les découvrir? Parce que vous avez parlé de prestations artistiques, etc. En fait, nous-mêmes, nous sommes dans le marché, comme je vous ai bien dit. Nous maîtrisons ce qui se passe, nous les connaissons. Ce ne sont pas des gens qu'on ira chercher. C'est des gens qu'on voit tous les jours, qui ont des talents. Et on sait que c'est des gens qui peuvent aller très loin, mais franchement, ils sont là avec nous. Et si nous trouvons l'opportunité de leur faire valoir vraiment, et nous allons le faire. Voilà. Oui. Alors, donc, il y a un comité d'organisation qui est détaché totalement de Dahomey Movement pour pouvoir organiser Missebo. Alors, dans ce comité, est-ce que les responsables du marché ils sont impliqués? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce que le chef quartier, quartier de ville, est-ce qu'il est impliqué? Est-ce que les autorités sont impliquées à chaque niveau? Je profite encore pour dire bonjour à tous Missebo. Missebo vous salue par ici. Oui, bonjour à tous Missebo, bonjour à toutes nos autorités. Ils sont bien informés, ils sont avec nous. Je dis bonjour à M. Maurice aussi, particulièrement. Oui. Et M. Maurice Agbo-Diedo et pour ses efforts qu'il fournit pour que cette fête ait vraiment lieu. Oui. Alors, dans ce cas, je voudrais bien qu'il y ait, enfin, par rapport au programme qui est déjà établi, est-ce qu'on peut avoir quelques détails et comment ça va se passer? Ça commence à 6 h du matin ou à 7 h à peu près? Ou à 5 h? En fait, ou à 5 h, pourquoi pas? En fait, c'est un mouvement, c'est un show qui est réservé pour la nuit du 30 décembre. D'accord. Donc ça va compenser complètement dans la soirée, complètement après que le marché soit déjà un peu, vous savez, on va le faire sur le carrefour même à Bomega. Okay. Donc c'est en plein air, c'est en plein carrefour qu'on va le faire. Oui. Donc on va attendre un peu que les gens rangent un peu d'un côté. C'est vrai, tout le monde est informé, tout le monde sait qu'on a une fête et tout le monde se prépare déjà pour vite plier déjà à partir de 18 h, 19 h et on peut lancer les exclusivités. Je me prépare aussi, mais est-ce que vous assurez ma sécurité? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises? En fait, on dit quelque chose en fond souvent. Le singe a l'habitude de casser, mais quand le singe organise, on ne viendra pas casser pour le singe. On l'aura compris. En fait, je vous assure, Missebo, c'est un quartier très accueillant et où il y a des gens très joviaux, très gentils. Nous aimons beaucoup les étrangers. Donc, on peut être détendu. Place à l'aise, mettez-vous à l'aise. En parlant d'étrangers, est-ce que tous ceux qui sont, bon, je ne voudrais pas appeler les Ibo, mais est-ce qu'ils sont impliqués? Ah oui, justement, les Ibo, tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. On essaie d'échanger toujours avec eux, de leur faire montrer aussi que c'est leur fête, puisqu'ils sont en majorité et ceux qui sont les vendeurs de Missebo, voilà. Okay. Merci, merci Kadnel Nyawi. Alors on a invité le peuple béninois, tout le peuple béninois est invité à aller assister à Missebo. Oui. Patrick, qui va nous permettre, oui, je vais faire un tour, qui va nous permettre d'être reconnectés avec le marché et avec la fête. Parce que c'est à la veille de la fête l'avant-veille de la fête du Nouvel An, le 30 décembre 2023.
25. Donc toutes les boutiques, tous les stands seront fermés, hein? Oui, tous les stands seront fermés. On vient les 100 places à l'événement. D'accord. Oui, je profite pour saluer toute l'équipe d'organisation. Je salue Ola, et Tupac et toute l'équipe, Aladja. Ça, tout, mais c'est bon. Tupac, Ola, Aladja, on l'aura compris. Merci. Alors, merci à vous, Patrick, également, pour cet événement très intéressant, très particulier. Déjà, une fête identitaire d'un quartier, mais quel quartier encore? On vous retrouve demain, n'est-ce pas? Oui, demain, toujours avec le même plaisir. Je vous raccompagne, Patrick, et on installe après vous une grande dame de cette émission Bénin en mouvement. C'est tout de suite. Ghislaine Adimi, je pense qu'il faut qu'on se trouve un surnom. Je vais finir par vous trouver un surnom sur le plateau. Bonjour Ghislaine, comment allez-vous? Jennifer, je vais très bien. La Miss de BLV, ça vous va? Ah mais non, je ne peux pas me prévaloir de ce titre quand même. Non, il faudra qu'on fasse le défilé, qu'on fasse le concours et puis on va laisser les téléspectateurs décider. Alors Ghislaine, on parle de quoi aujourd'hui? Merci Jennifer. Bonjour le Bénin. Hier, nous avons parlé de l'accès au financement des femmes entrepreneurs rurales. Aujourd'hui, nous parlons de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises au Bénin. Pour en parler avec nous, nous avons invité Dr Alavo. Docteur Alavo qui est avec nous sur ce plateau. Le prénom va échapper rapidement. Makosso. Makosso, voilà. Un prénom inoubliable. Je vous assure. Je ne sais pas pourquoi ça va échapper. C'est peut-être parce que je viens de faire une blague autour de ça avec docteur... Finalement, l'influenceur Makosso de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est Makosso du Bénin. C'est plutôt Makosso. Donc, ne ris pas de demain. Voilà, donc c'est bien fort. Makosso. Ah, d'accord. Voilà. Ne ris pas de demain ou ne te moque pas de demain que tu ne connais pas. Donc, Makosso. Makosso. Très original. Ah, mais franchement, en tout cas, quand on regarde nos prénoms originels, là, on les regarde de près, c'est toujours... Vous, votre prénom originel, c'est quoi déjà? Ghislaine. À tout à l'heure. Bon, faut pas faire croire aux téléspectateurs que... Mais j'en ai, je revendique, j'en suis très fière. Ça t'a échappé? Non, mais en fait, je préfère regarder parce que c'est... Non, mais dis-le, pour moi, c'est Bamidele. Et je te rassure que j'en ai 3. Je sais. Mes parents sont généreux à ce niveau. C'est parce que nous sommes dans un État laïque que je ne voulais pas le dire pour respecter la liberté de tous. Je suis chrétienne, je m'appelle Jézouton. Voilà. Ah ben oui, donc voilà qui est bon. Jézouton, elle l'a consacré à Jésus. Voilà. Alors, avec Dr Makosso Alavo, nous allons consacrer ces quelques minutes à l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Et Dr Makosso, je vous permets juste de vous présenter rapidement à nos téléspectateurs. Ok, bonjour aux téléspectateurs de Bénin TV. Mon nom c'est Makosso Alavo. Voilà, je suis docteur en sciences des aliments et j'ai toute une expertise en stratégie d'entreprise, mais également en management qualité. Voilà. Voilà pour vous une carte de visite bien détaillée en tout cas. Mais docteur Makosso, c'est bizarre, hein, j'ai décidé de garder ce prénom comme ça rapidement, ça m'a plu. Quand on parle de l'accès au financement des PME, des petites et moyennes entreprises au Bénin, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Déjà, lorsqu'on parle de financement, ça veut dire que nous parlons des ressources. Oui. Des ressources dont une entreprise a besoin, soit pour démarrer, soit pour son développement, ou soit également pour changer d'échelle carrément. Et je pense que lorsqu'on parle de financement, il faut le savoir, c'est le carburant même d'une entreprise. Parce que c'est un peu comme, quand je fais le parallèle, c'est un peu comme si vous avez une voiture bien conçue, la coupe elle est belle, tout est joli, et puis après vous n'avez pas un carburant pour démarrer. Donc le financement aujourd'hui est très indispensable, c'est la pièce maîtresse même. Voilà. Maintenant, lorsqu'une PME décide vraiment de s'engager, il doit savoir que lorsqu'on parle de financement, qu'il y a deux
différents types de financement. Oui, là, on va parler des stations, puisque vous avez parlé de carburant. Alors, quelles sont les stations? Quelles sont les stations? Des mini-stations. Les stations auxquelles les PME doivent aujourd'hui aller s'aligner pour avoir le financement. Donc, la première station, c'est tout ce qui est financement interne. Parce qu'il y a financement interne et en même temps financement externe. Donc, mon capital de départ, c'est un financement interne. Parce qu'à partir d'un moment donné, j'ai peut-être une maison que j'ai décidé de prendre comme bureau, j'ai une voiture, j'ai un peu d'argent que je mets dedans. Donc, après, je dirais que dans les financements internes, il y a tout ce que l'entrepreneur apporte. Après tout ça, nous avons tout le volet bénéfice. Donc, lorsque je fais une activité, que j'ai un bénéfice, c'est-à-dire ce que je gagne sur mon activité, et que je réinvestis cela dans l'activité, ça également, c'est tout ce qui est financement interne. Un autre type de financement interne, c'est tout ce qui est également participatif. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des fonds participatifs. Voilà, exactement, les crowdfunding, où des gens peuvent être disponibles pour apporter des ressources. Pour pouvoir appuyer un processus d'investissement dans une entreprise en qui ils ont confiance, ou quand ils regardent la démarche, quand ils regardent tout ce que vous avez comme projet, ils se disent, si je mets mon argent dedans, voilà, je vais gagner après. Quand vous parlez des gens, c'est les banques, des particuliers? Oui, c'est un mélange de tout, parce que la deuxième station, donc le financement externe, va prendre en compte les banques. Voilà. Donc, j'ai une banque classique qui décide d'apporter des ressources pour que l'entreprise puisse vivre. Mais également, ça prend en compte des privés qui veulent aussi investir dans l'entreprise, parce que l'actionnariat, par exemple, quelqu'un qui dit, bon, voilà, je veux mettre des ressources. Mais après, il y a le financement public. Il y a le financement public parce que l'État peut décider d'accompagner, d'appuyer l'entreprise. Aujourd'hui, on a le FNDA, on a un certain nombre de fonds publics. Après, il y a également les subventions. Donc, les subventions, c'est des fondations, c'est des organisations internationales qui ont des ressources pour pouvoir appuyer des entreprises, tout ça. Donc, tous ces types de financements-là sont plutôt des financements externes au niveau de l'entreprise. Maintenant, d'un point de vue, je pense qu'il est alors important que l'entrepreneur qui a envie d'avoir un financement puisse mieux se préparer pour pouvoir l'avoir, ou puisse aller vers l'information. C'est là où, en fait, le problème est aujourd'hui. Les entrepreneurs ne sont pas suffisamment informés, ou même s'ils sont informés, ils ne savent pas vraiment comment se préparer pour être prêt pour aller au financement, ou aller pour avoir des informations, pour être sûr qu'on a des infos. Ok, on va revenir sur ce point-là avec précision tout à l'heure. Mais avant, est-ce que, vous avez parlant de financement extérieur, est-ce que nous en disposons suffisamment actuellement au Bénin? Notamment, est-ce que le système public, si on parle de ressources extérieures, plutôt le système public, dispose-t-il réellement d'autant de facilité pour donner de l'accès au financement aux PME? Oui, en réalité, lorsque on fait un peu le point, on sait qu'au Bénin aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le FNDA, il y a la Caisse de dépôt et de conciliation aussi, qui lance un certain nombre d'appels à manifestation pour que les entrepreneurs qui veulent avoir des financements puissent aller vers ces solutions de financement. Donc, je pense que de plus en plus, nous avons des possibilités de financement, que ce soit dans le secteur public, mais également des subventions au niveau des organisations. Peut-être que là où il y a le petit souci, c'est est-ce que l'entrepreneur est réellement prêt pour aller vers ces financements? Comment ça prêt? Est-ce que ce n'est pas les conditions qu'on pose à l'entrepreneur qui sont compliquées? Parce qu'il faut se demander, quand c'est la banque qui te fait un prêt, tu sais que tu as un pourcentage à payer là-dessus. Quand c'est avec l'État, c'est sûr qu'il y a aussi sûrement un pourcentage. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que l'entrepreneur n'est pas prêt? S'il est prêt à aller
contracter un prêt à la banque et payer le pourcentage, pourquoi ne pas être aussi prêt à aller vers l'État? Je voudrais savoir, quand on dit le public, pour la plupart du commun, le public, c'est pour nous, donc ça devient plus facile. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que l'État met comme facilité pour que les entrepreneurs n'aient pas peur d'aller vers les sources de financement public? Voilà, je pense que pour tout financement, le premier élément, c'est qu'il faut être crédible. D'accord. Voilà. Et qu'il faut avoir obligatoirement un projet d'entreprise qui rassure, qui est viable. C'est indispensable. Et pour le faire, comment s'apprêter? Il faut alors s'apprêter dans différents domaines. Donc, au minimum, je peux citer ici 5 grands domaines. Le premier, c'est sur le plan d'abord administratif. Okay. Vous voulez aller vers un financement, mais vous n'êtes pas formalisé. Vous ne payez pas des impôts. Voilà. D'un point de vue fiscal, bon, vous n'êtes pas à jour. Okay. Vous n'avez pas un registre de commerce. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas un siège? Il y a des gens, leur entreprise, c'est dans leur voiture. C'est dans leur voiture ou bien dans leur petit sac. Voilà. Sur leur téléphone, tranquillement. L'entreprise est sur son téléphone. Dès qu'il se déplace, il se déplace avec l'entreprise. Donc, il n'a pas un siège physique. Donc, ça, c'est le volet administratif. Après, il y a le volet technique. Le volet technique, vous n'avez pas un plan d'affaires. Alors que c'est le plan d'affaires qui est un peu comme la Bible de votre entreprise, parce qu'on voit clairement tout ce dont vous avez besoin. On voit vos plans de financement, vos besoins en financement, on voit la vision de l'entreprise, on voit d'où vous êtes parti, où est-ce que vous voulez aller, où vous en êtes aujourd'hui. Donc d'un point de vue technique, c'est ça. Après, il y a d'un point de vue également relationnel. Relationnel parce que pour avoir l'information, il faut être dans les réseaux. Il faut participer à un certain nombre d'activités, de colloques. Il faut également savoir pitcher. Parce qu'après, vous rencontrez quelqu'un qui est un potentiel investisseur et il vous dit, vous avez 2 minutes pour me convaincre. Donc, il faut que vous soyez en mesure, en 2 minutes, de la vendre réellement déjà votre entreprise. Et après, il y a le volet financier. Le volet financier, même là, c'est capital parce que est-ce que vous avez une comptabilité? Est-ce que vous pouvez expliquer l'historique de votre entreprise? Voilà. Donc, comme je le dis, obligatoirement se préparer nécessite au fait à avoir un minimum d'éléments qui rassurent, qui vous crédibilisent. Et lorsque vous allez vers vos interlocuteurs, que ce soit les banques, que ce soit l'État, que ce soit les subventions, ceux qui veulent mettre leur argent doivent être rassurés qu'ils mettent de l'argent dans une entreprise viable, sérieuse. Voilà, c'est pas que vous allez prendre l'argent du jour au lendemain, vous allez disparaître. Voilà, les gens ont pris peut-être des financements qui étaient destinés à la croissance de leur entreprise. Ils ont fait beaucoup d'autres choses avec. Voilà, je ne vais pas citer ici, mais on a des exemples. Donc, à partir d'un moment donné, le financement est capital, c'est vrai, mais se préparer pour avoir ce financement-là, c'est tout un cheminement qui prend en compte plusieurs aspects. Juste, si vous permettez, j'ai été quand même interpellée, deux choses ont suscité mon intérêt. Vous avez parlé du réseau et de la comptabilité. Donc, avant d'aspirer au financement, il faut quand même être, je dirais, un peu bien assis. Parce que pour avoir une comptabilité, quand même, ce n'est pas, comme on dit, une entreprise banale comme ça. Il faut quand même peu de sous, une certaine assise. Et pour le réseau, également, comment accéder au réseau? Il faut déjà avoir un bon carnet d'adresses. Absolument. Oui, bon, disons que quand je prends le réseau, vous ne pouvez pas... Vous savez, un entrepreneur, c'est un visionnaire. D'accord. Vous ne pouvez pas vouloir entreprendre dans un domaine et être effacé et être... On ne vous connaît timide, pas du tout, timide. Voilà. Donc, vous êtes dans votre coin, vous dites que vous avez une entreprise et lorsqu'on organise un certain nombre d'activités, dans votre domaine d'activité, vous n'êtes pas là, vous ne suivez rien, vous n'avez aucune information, alors que c'est quand vous allez vers l'information que vous rencontrez des gens qui font la même chose que vous et puis c'est ça qui amène vraiment à rentrer dans le réseau. D'un point de vue comptabilité, c'est indispensable parce que dès que vous allez vers un financement, les gens veulent toujours voir
la traçabilité de tout ce que vous avez eu à gérer comme ressources avant. D'accord. Vous voyez, donc, si l'argent de votre entreprise ne vous appartient pas, l'argent de votre entreprise ne vous appartient pas. Parce que si pour créer l'entreprise, j'ai pris mes économies. Oui. Que j'ai investi dedans, mais c'est clair que l'argent m'appartient finalement. Non, l'argent ne vous appartient pas. Là, c'est dangereux. Oui, je vous donne deux petits exemples. Dès que vous avez créé une entreprise et que vous avez des employés, vous voyez un peu, ceux-là ne vivent que par vous. Donc, si on vous laisse utiliser votre argent, votre ressource comme vous voulez, un matin, vous allez leur dire, bon, l'argent est fini. Ce que nous allons faire, vous allez rentrer à la maison parce qu'on a échoué, ça n'a pas marché. Et puis après, peut-être, vous allez commencer par parler sur TikTok. J'ai eu mon entreprise, ça n'a pas marché. Alors que tout le temps, vous avez mis la main dans des ressources qui sont des ressources qui appartiennent à l'entreprise, qui doivent pouvoir être planifiées d'une manière pour que l'entreprise soit pérenne dans le temps, durable. Donc l'argent de l'entreprise, on ne touche pas. On ne touche pas. Donc, voilà, vous devez avoir votre salaire. C'est ça aussi quand je parlais déjà de plan d'affaires. Dans les ressources qui sont... Quand vous faites votre plan d'affaires... C'est un cours sur ce plateau. Ah ben oui, c'est exactement ce que l'objectif auquel vous devez Vous devez avoir un salaire que vous vous donnez dans votre plan d'affaires et vous savez qu'à la fin de chaque mois, que vous avez votre salaire au même titre que les autres employés. Sinon, si vous commencez pas à mettre la main dans les ressources comme ça, pour régler les problèmes de famille, les problèmes de fête, tout ça, vous allez plomber l'entreprise. Donc, ce que l'investisseur également veut voir, c'est est-ce que vous avez vraiment, d'un point de vue de traçabilité financière, toute une historique qui crédibilise votre entreprise et qui le rassure. Parce que s'il lui met les ressources, lui veut être sûr que d'ici quelques années, que ça va pouvoir avancer, évoluer, tout ça. Et toute cette planification permet sûrement de rassurer que vous êtes responsable, que vous avez une bonne vision par rapport à votre entreprise. Tout est mélangé là. C'est vrai que j'arrive à faire la part des choses. On va faire un résumé pour permettre aux gens de retenir. Parce que votre présence sur ce plateau est stratégique. Comme l'a dit Jennifer, c'est tout un cours. Il faut qu'on sorte à la fin de cette rubrique, que les gens retiennent fondamentalement quelque chose et que les gens sachent qu'il y a de ces personnes dans le pays qui pourraient les orienter. Donc on va faire rapidement un petit résumé avant de finir. Voilà. De disponibilité de sources de financement, il y en a. Et il y a des critères pour y parvenir. Alors, monsieur Alavo, faites-nous rapidement ce résumé-là. Voilà. Déjà, lorsqu'on parle de financement, il ne faut pas avoir peur d'aller vers le financement. Mais pour aller vers le financement, il faut avoir un minimum de base. Et cette base-là passe par votre historique, comment vous gérez l'argent aujourd'hui. Si vous avez votre entreprise et que vous sortez l'argent de votre poche comme vous le voulez, que vous achetez tout, vous dépensez, non. Il faut tout mettre, même si vous avez vos propres ressources, vous mettez dans le compte de l'entreprise, vous faites des chèques à tous ceux qui viennent acheter chez vous, vous avez les factures normalisées, vous avez tout ce qu'il faut. Et c'est ça, en fait, votre historique. Maintenant, après, si vous voulez aller vers un financement, petit 1, techniquement, il faut être bon. Techniquement, ça veut dire qu'il faut obligatoirement avoir un plan d'affaires. Il faut avoir également une ressource humaine de taille. Si vous êtes dans la transformation et que vous ne travaillez pas avec des ingénieurs, si vous êtes dans le génie civil et que vous-même vous n'avez aucun diplôme dans le génie civil et que vous allez dire à un investisseur que oui, vous construisez de jolies maisons, des routes, on ne va pas vous croire. Donc, après, il y a le volet financement où je l'ai dit, la comptabilité, tout ça, et le volet administratif, il faut vous formaliser, il faut être à jour. Et à chaque fois que vous trouvez un financement, il y a toujours les critères que vous devez cocher, les cases qu'il faut cocher. Donc vous lisez les cases et puis vous voyez à partir de ces cases-là, vous comparez votre statut à ces cases et vous décidez si vous pouvez aller ou pas. Et ce n'est pas toujours perdu parce que si je suis entrepreneur que je dois me formaliser, c'est le moment peut-être de prendre les informations sur les différents types de financement qu'il y a et de faire une prospective pour me dire dans 1 an, 2 ans, je vais aller vers tel financement. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a une case que je ne coche pas. C'est peut-être parce que voilà, c'est peut-être parce que je le dis souvent, mais c'est le problème qu'on a la plupart du temps, c'est qu'en termes de gestion financière, je ne suis pas. Voilà, je suis pas. C'est surtout ça. Donc à partir du moment où il faut prendre les dispositions pour être sûr que
on a une bonne traçabilité financière. Il faut que j'ai une comptabilité sérieuse. Sérieuse avant d'aller vers... Parce que la plupart du temps, les gens vont être regardants sur ce point-là, ils vont se dire, ah là, il veut 100 millions. OK. Il a toujours utilisé 10 à 15 millions dans son entreprise, mais il a dépensé comment? Et on regarde, on voit qu'il n'a jamais eu de facture normalisée, qu'aucun sou ne passe sur son compte en banque, qu'il sort l'argent de la poche. Après, à la fin de l'année, il commence par réfléchir. On a dépensé quoi? Il oublie même des dépenses, tout ça. Voilà. Donc, ça veut dire que d'un point de vue vraiment financier, vous n'êtes pas intéressant. Donc, c'est important que les entrepreneurs se culpabilisent eux-mêmes, qui se disent que on est à une étape aujourd'hui où les financements existent, mais qu'il faut avoir un minimum de rigueur personnelle liée à la gestion de son entreprise avant d'aller vers ces sources de financement. Et voilà le résumé, chers amis téléspectateurs. Le financement existe, les sources de financement sont multiples et multiformes. Et si vous voulez réussir dans votre entreprise, il faut d'abord être responsable, savoir là où vous allez, ce que vous envisagez. Et tout ce que Dr Alava a souligné tout à l'heure, c'est ça que vous appelez le plan d'affaires? Oui, tout ça, c'est dans le plan d'affaires. Dans le plan d'affaires, voilà. Et j'avoue que pour la petite histoire, j'ai fini, Jennifer. J'ai voulu créer une entreprise. Et moi, ce qui m'a rebuffé, non, c'est pas la comptabilité. Le plan d'affaires qu'on m'a proposé, la personne pour me faire le plan d'affaires, ce qu'il m'a donné de payer, j'ai dit que moi, ce que j'ai à mettre dans l'entreprise. Heureusement qu'il existe des personnes comme M. Alava. Mais ce qui est possible, c'est que quand vous payez pour le plan d'affaires, vous mettez, puisque si vous payez pour ça, c'est un investissement aussi. Donc vous mettez dans le plan d'affaires, dans les ressources que vous avez mis, vous voyez un peu, que vous avez eu à payer pour ça. Parce que sans le plan d'affaires, vous naviguez à vue. Oui, mais ça va que c'est tellement... À chaque fois que vous allez voir, vous allez voir quelqu'un de votre famille, vous voyez quelqu'un de votre famille ou un proche, vous dites, j'ai une entreprise, ça marche bien, j'ai besoin que tu investisses avec moi. Il va toujours vous poser la question, est-ce que vous avez un plan d'affaires? Oui, parce que lui, quand il va prendre le plan d'affaires, il va voir comment est-ce que vous gérez les sous. Il va voir, au fait, il va voir toute l'entreprise sur un papier et ça le rassure ou ça le repousse. Ghislaine, c'est l'heure d'avoir un plan d'affaires. Oui, mais on dit qu'on peut se préparer sur 2 ans. On peut se préparer sur 2 ans. Donc pendant les 2 ans, je peux y démarrer mon entreprise avec mes propres sous. Voilà, doucement. Surtout avoir la comptabilité. Oui. Être sûr que l'idée, puisque quand on crée une entreprise, c'est qu'on veut régler un besoin. Voilà. Donc être sûr que, 1, vous avez bien identifié l'idée. 2, que vous avez fait une étude du marché pour être sûr que vous pouvez... Parce que vous imaginez... C'est beaucoup de contraintes et on ne se lève pas pour dire j'ai envie de faire un Si les gens viennent me voir aujourd'hui pour dire Monsieur Alava, je veux créer une entreprise, je veux faire du jus d'ananas. Moi, je les chasse. Aïe. Parce que quel jus d'ananas vous allez faire aujourd'hui? Qu'on ne consomme pas au Bénin. Voilà. Donc, après, il faut aller sur des parfums, peut-être de jus ou un cocktail. Ou si vous allez dans un supermarché, que les gens acceptent quand même prendre votre produit et le placer. Mais si vous allez les voir, vous dites, oh non, si vous n'offrez pas quelque chose, on a déjà 20 jus d'ananas, on ne pourra plus prendre le 21e. Donc, c'est ça l'étude de marché qui permet au fait d'être sûr que l'idée que vous avez eue n'existe pas encore et qu'il y a vraiment une place pour que vous puissiez mettre votre tête. Vous avez vu que je ne peux pas créer. Non, vous pouvez. Moi, je vends Bissap. Non, je vends Bissap. Mais vous pouvez faire je vends du tamarin, je fais du yaourt. Vous pouvez faire du Bissap en cadette, ça n'existe pas encore. Par exemple. Ou du mais vous avez vendu la mèche, les gens vont voler notre projet. Ah, ok, je me tais là. Il ne faut pas voler l'idée d'entreprise de Madame Adini. Docteur, il faut garder le reste. Quand vous voyez à des idées là, on va recevoir une bosse. Merci quand même, Ghislaine. Je rappelle que le sujet était important. Depuis lundi, on parlait justement de l'accès au financement. On nous a dit c'est disponible, FNDA, des PME, CCI Bénin, etc. Mais c'était utile de savoir comment les PME peuvent avoir accès. Maintenant, petite question quand même. Pour ceux qui n'ont pas tout ça, encore, vous avez dit il faut démarrer quelque part. Oui. Est-ce qu'il y a des moyens? Je pense peut-être à Bissoke. Est-ce que c'est possible si je me lève, Jennifer, un matin, j'ai envie, je ne sais pas moi, de vendre des téléphones, par exemple, je peux bénéficier de ces microcrédits-là? Oui, puisque après, il y a les IMF, on n'en a pas parlé suffisamment. Les institutions de microfinance, comme vous le savez, eux, ils sont vraiment destinés... Voilà, ça, c'est des gens qui sont
si vous êtes au démarrage. Il y a également des SAE, des structures d'accompagnement qui proposent aussi des financements en termes de fonds d'amorçage. Donc Tout ça dans le compte de l'État? Ça dépend. Des fois, ils ont des financements, ils ont des financements publics, mais ces financements-là sont orientés pour appuyer un entrepreneur qui a vraiment une belle idée, qui veut démarrer. Donc, on l'appuie en lui donnant un peu de fonds de roulement pour qu'il puisse démarrer, ou on l'appuie en l'aidant à acheter un certain nombre d'équipements parce qu'on estime que c'est vraiment les facteurs limitants de son projet d'entreprise. Donc, vous avez vraiment toute la possibilité de démarrer. Je pense que si vous avez une idée d'entreprise, il faut démarrer. Beaucoup sont morts avec leur idée d'entreprise dans la tête. Bon, je vais pas commencer cette erreur. Merci beaucoup, Ghislaine. Mais, docteur Alabon, merci infiniment. Merci pour votre disponibilité. On sait que ce qu'on vous a pris aujourd'hui, là, on ne peut pas payer le... Franchement, c'est une consultation. Cher. Jennifer? Oui, Ghislaine, alors je prends congé de vous pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Je vous raccompagne et j'installe Heureuse dans Instant Santé. Heureuse d'Anandé qui s'installe avec son invité. Je l'annonçais, on parle antimicrobien. J'espère que j'ai bien prononcé. J'espère que c'est le thème adéquat, antimicrobien et d'engagement de la jeunesse heureuse. Résistance aux antimicrobiens. Résistance aux antimicrobiens, d'accord. Et l'engagement de la jeunesse. Et oui. Et là, aujourd'hui, il faut dire que c'est une menace. D'accord. Silencieuse, mais quand même coûteuse, en quelque sorte, pour notre santé, ce phénomène de résistance aux antimicrobiens. Avant de retrouver, comme à l'accoutumée, avant de retrouver notre invité sur ce plateau, je vais inviter les téléspectateurs à suivre cette capsule qui nous renseigne déjà sur ce que c'est que la résistance aux antimicrobiens, mais surtout ce que les microbes qui sont les accusés ici eux-mêmes pensent de la chose. Ah ça, j'ai hâte de découvrir. Il fut une époque où la Terre était un immense terrain de jeu pour nous, les microbes. C'était vraiment le bon temps. Nous étions sauvages et libres, faisant du bien ou du mal aux gens et aux animaux comme bon nous semblait. Mais voilà qu'un jour, les humains ont inventé les antimicrobiens, des armes qui nous ont confisqué nos pouvoirs et grâce auxquelles ils ont pris le contrôle. Nous n'étions plus libres de provoquer la douleur, la maladie et la mort chez les humains, les animaux et les plantes. Mais nous avons attendu. Et les humains ont fait une erreur fatale. Ils ont utilisé ces précieux médicaments sans discernement sur eux-mêmes, sur les plantes et sur les animaux. Certains d'entre nous ont réalisé qu'ils pouvaient développer une défense contre ces antimicrobiens. Les humains appellent ce phénomène la résistance aux antimicrobiens. Nous appelons cela reprendre le contrôle. Aujourd'hui, nous, les microbes pathogènes, pouvons nous répandre plus largement et plus rapidement là où règne le désordre, la saleté et la désorganisation. Nous nous réjouissons quand vous avez une mauvaise hygiène et que vous n'utilisez pas de l'eau et du savon. Nous aimons vous voir jeter vos antimicrobiens non utilisés dans l'évier ou les toilettes. Ils rejoignent nos colonies déjà immenses dans vos eaux usées et vos rivières et nous rendent plus forts. Les hôpitaux mal gérés font notre bonheur. Nous sommes libres de nous y multiplier et de devenir de nouveaux tueurs impitoyables. Les antimicrobiens donnés aux animaux non pas pour contrôler ou traiter des maladies, mais pour les faire croître plus vite, créent de nouvelles armées de microbes qui deviennent de plus en plus résistants. Le plus beau, c'est que le simple contact entre les animaux infectés et les humains peut nous permettre de nous propager. Nous pouvons également circuler dans les aliments contaminés, sur les plantes, dans le sol et dans l'eau. Nous pouvons être partout. Nous avons retrouvé certains de nos anciens pouvoirs. Cependant, je commence à être très inquiet, car nos ennemis se sont mis à unir leurs efforts. Les organisations internationales et les pays commencent à coordonner tous les secteurs, depuis la santé humaine, animale et végétale, jusqu'à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, pour mettre un terme à notre glorieuse expansion et rester au sommet. Ils expliquent aux gens que l'on peut nous arrêter en utilisant les antimicrobiens que sur les conseils de professionnels de la santé, tels que les médecins et les vétérinaires, plutôt que pour stimuler la croissance en gérant correctement les eaux usées et en ayant une hygiène et une propreté adéquates dans les hôpitaux et dans les fermes. L'homme pourrait devenir plus sage et nous anéantir. Ce serait une catastrophe. Imaginez si tout le monde écoutait leurs conseils.
Je ne suis plus en sécurité. Ma capacité à résister aux antimicrobiens pourrait disparaître. Ne laissez pas la résistance aux antimicrobiens prendre le dessus. Utilisez les antimicrobiens de manière responsable. Eh bien voilà. Sacré microbe, hein. Ils disent qu'ils ont repris le pouvoir. Heureusement qu'à la fin, quand on écoute bien les conseils, on reprend le pouvoir, n'est-ce pas? En fait, c'est bien cela et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui avec notre spécialiste en la matière. Et déjà, permettez-moi de remercier quand même l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, grâce à qui on a eu cette capsule, pour montrer que le mal est transversal en quelque sorte et la lutte doit l'être aussi. L'agriculture et l'alimentation, quel rapport avec la santé, mais tout est lié. Et les microbes également l'ont bien démontré. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Clémence Oussoupoé. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Clémence Oussoupoé. Exactement. Vous êtes technologue, technologiste biomédical de formation. Vous êtes présidente et fondatrice de l'Association des étudiants en biologie médicale de l'Université Saint-Thomas d'Aquin. Et vous êtes ici précisément en tant que jeune leader pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Parfait. Alors, pourquoi avoir aujourd'hui accepté ou bien mené cette lutte contre la résistance aux antimicrobiens? D'accord. Merci beaucoup à vous pour la question et Oui. merci pour l'invitation. Il faut dire que je suis biologiste médicale de formation. Oui. J'ai fait sciences biomédicales comme filière. Et déjà en classe, j'avais déjà une profonde curiosité pour la bactériologie. D'accord. Parce qu'en bactériologie, on parle de bactéries, on parle de micro-organismes, on parle également d'antimicrobiens. Et donc, ma motivation va prendre départ et va tirer sa source du programme de leadership des jeunes sur la résistance aux antimicrobiens, qui n'est rien d'autre qu'un programme qui a été mené par AGIRAM, Action des jeunes contre la rame, et RUACT Africa. La rame, c'est-à-dire la résistance aux antimicrobiens. Exactement. Et RUACT Africa, puis le laboratoire des pathogènes émergents et réémergents. D'accord. Donc, ce programme-là nous a outillés sur la résistance aux antimicrobiens et sur les actions que nous pouvons mener en tant que jeunes pour freiner donc la résistance aux antimicrobiens. Et vous êtes aujourd'hui une championne. Exactement. Championne de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Oui. Alors, parlons concrètement. C'est vrai que les microbes ont essayé de nous démontrer un peu ce dont on parle. Pour vous, spécialistes en la matière, c'est quoi en réalité, en quoi ça consiste cette résistance aux antimicrobiens? J'ai envie de dire que la résistance aux antimicrobiens, c'est la guerre entre les microbes et les antimicrobiens. De façon biologique, on définit ça comme le processus par lequel les microbes vont développer des mécanismes de résistance pour contrer l'action des médicaments que nous prenons. À noter ici que ces médicaments sont spécifiquement des antimicrobiens. Et je vais préciser que quand on parle d'antimicrobiens, on ne parle pas que d'antibiotiques, parce que c'est ce que le commun des mortels pense à tort et à travers. Il y a bien évidemment les antibiotiques qui auront des actions ciblées pour inhiber ou pour tuer les bactéries. Il y aura les antivirales qui vont agir sur les virus. Il y aura les antifongiques qui vont agir sur les fongies. Il y aura les antiparasitaires qui vont agir sur les parasites. Parfait. Donc, de façon biologique, ce qui se passe dans nos organismes, c'est que les microbes vont développer des mécanismes de résistance pour contrer l'action de ces médicaments que nous prenons. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ça précisément? Avant, quand on prenait les antibiotiques, on était guéri. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'antibiotiques, on change, on n'a pas satisfaction. Toujours le résultat. Pourquoi cette résistance-là aujourd'hui? Quand Alexander Fleming, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, a découvert le premier antibiotique, qui n'est rien d'autre que la pénicilline, en 1928, il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc on peut dire que l'humain était encore un terrain vierge. Et en ce moment-là, c'était très efficace. Seulement que nos comportements ont amené les micro-organismes à devenir résistants aux antimicrobiens que nous prenons. De façon pratique, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? Déjà, quelles sont les causes? Je vais commencer par là. Quelles sont les causes de la résistance aux antimicrobiens? L'une des causes majeures, c'est l'automédication. Le fait de prendre des médicaments à tort et à travers. D'accord. Sans prescription médicale. On va également voir le mauvais usage. Est-ce que moi, je dirais même peut-être en suivant une prescription médicale pour une maladie précédente. Exactement. On suit la même pose là. Oui, parce là, que on maintient cette ordonnance-là. J'ai eu le palu
laissez-moi aller à la pharmacie acheter mon médicament tranquille. Et je vais parler là du mauvais usage du médicament. C'est ça. C'est-à-dire que même quand c'est le médecin qui prescrit les médicaments, il peut dire, selon sa dose, selon la posologie, c'est 2 fois par jour pendant 7 jours. Mais quand on va prendre ce médicament pendant 3 jours et on va sentir une petite satisfaction, on se dit, bon, ok, c'est bon, j'arrête avec ça. Alors que non. Le traitement n'est pas allé à son aboutissement, ce n'est pas terminé. Je vais également parler du fait qu'on partage les médicaments, c'est-à-dire que j'avais fait un traitement avant, ça a été efficace, toi aussi tu es malade, viens prendre, tu prends. Donc on partage les médicaments entre nous, ce qui fait que on n'a pas le mal qu'il faut. On n'est pas malade, mais à tort et à travers, on prend n'importe quel médicament, n'importe quel produit. L'important, c'est d'avoir satisfaction. Exactement. Donc, il faut à chaque fois consulter. Exactement. D'accord. Donc, c'est la cause aujourd'hui de cette résistance que nous constatons au niveau des antimicrobiens. Exactement. C'est le mauvais usage des antimicrobiens. Le mauvais usage. Oui. On va parler d'automédication et de tout ce qui va rentrer en compte avec. Et bien, pourquoi aujourd'hui c'est devenu une menace pour la santé publique? Justement, c'est devenu une menace. Le mal est si grave? Si, c'est très grave. C'est devenu une menace pour la santé publique parce que les antimicrobiens sont la base de notre système sanitaire. Quand on va traiter les infections, c'est avec les antimicrobiens. Si de plus en plus on observe des résistances à ces antimicrobiens-là qui sont censés nous guérir, c'est-à-dire que plus on va évoluer dans le temps, plus on va avoir des résistances. Et plus, en fait, pour trouver des molécules efficaces, ça sera difficile. Donc déjà, on va épuiser ce qui est là, qui va devenir inefficace. Aujourd'hui, vous utilisez la pénicilline pour une infection, c'est vraiment basique. Ça ne va pas fonctionner. D'accord. Et ça dépend du type de personne. Mais des fois, quand même, sans vous couper, on a l'impression, je ne sais pas, est-ce que dans ces cas-là, ça marche? On a l'impression que le mal, quand même, s'estompe. Et c'est ce qui fait que, bon, on continue dans cette dynamique-là. Bien sûr. Quand on parle par exemple de prévention du paludisme, je vais prendre l'exemple là de façon simple. On ne peut pas, en santé, on ne peut pas prévenir un mal qui n'est pas encore là. Parce que c'est causé en fait par un virus. Donc il faut que le virus soit là pour que quand le médicament va venir, ça ait en fait cette complémentarité molécule-récepteur pour agir efficacement. Donc le fait de prévenir, c'est comme si on prenait des médicaments en fait à tort et à travers dans le vide. Et donc là, le microbe a déjà l'information du médicament. Il va développer la résistance. Et donc, la prochaine fois qu'on va prendre ce médicament et qu'on sera véritablement malade, ça ne va pas fonctionner. D'accord. Donc, en toute chose, voilà, il faut forcément qu'on Maintenant, quel est votre rôle aujourd'hui dans cette lutte? Vous êtes championne, on l'a dit tantôt, championne pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Quel rôle vous jouez concrètement? Alors, après avoir terminé le programme de 6 mois de Agiram, parce que je suis bénéficiaire de la première cohorte qui a duré de septembre 2023 à mars 2024. Après avoir terminé cette première cohorte, ceux qui sortent, c'est-à-dire les champions de la lutte contre la résistance antimicrobienne, sont donc habilités à développer des programmes de lutte contre la rame à travers les sensibilisations. Quel programme vous avez eu à développer? Exactement, avec l'association des étudiants en biologie médicale de l'Université Saint-Thomas d'Aquin que j'ai créé. Nous avons développé un programme de sensibilisation contre la rame. En gros, qu'est-ce que nous faisons de façon pratique? Nous allons dans les lycées, les collèges, nous parlons à ces élèves-là pour attirer leur attention sur le mal et justement leur permettre d'adopter eux déjà à leur niveau des comportements responsables et d'attirer également la sonnette d'alarme au niveau de leurs parents. Parce qu'on estime que quand un enfant retient mieux l'information, c'est plus facile qu'ils puissent gérer en fait avec les parents que quand on va dire ça aux parents, on dit, oh c'est pas grave une fois en passant. Je suis un peu étonnée de cette cible-là, en fait, du choix de cette cible-là, parce que en fait, ce sont les parents qui donnent les médicaments aux enfants. Exactement. Et quel pouvoir l'enfant a pour dire à maman ou à papa, mais non, le médecin a refusé. On nous a dit, désormais, c'est dangereux. Moi, je pense que les enfants peuvent jouer un grand rôle, enfin, les jeunes, parce qu'ils ont la plupart du temps entre 12 et 15 ans, peuvent jouer un grand rôle, dans ce sens que eux déjà, à leur niveau, ils sont responsabilisés. Ils sont conscients du danger, ils sont responsabilisés et ils pourront en fait attirer la sonnette d'alarme au niveau de leurs parents. Dire, ah papa, aujourd'hui à l'école, on nous a appris que prendre des médicaments à tort et à travers, c'est pas bon et tout. Et même quand le parent, en fait, dans un moment de faiblesse, va vouloir, bon, ok, tu es malade, viens prendre. Ah maman, mais on ne va pas aller à l'hôpital, comment on fait et tout pour pouvoir régulariser ce problème-là. D'accord. Donc, vous êtes beaucoup plus dans la sensibilisation. Oui, nous sommes beaucoup plus dans la sensibilisation. Dans les écoles. Évidemment qu'il y a d'autres actions qui sont faites. Tout à l'heure, dans la vidéo, on a vu
un peu le concept du One Health. Le One Health, en fait, c'est le concept qui va intégrer la santé animale, la santé végétale et la santé humaine dans la lutte contre les résistances aux antimicrobiens. Donc, il y a également des actions de sensibilisation à l'endroit des agriculteurs et des éleveurs surtout, parce que pour engraisser les animaux, on donne des antibiotiques pour qu'ils puissent vite grossir et tout. Donc, on va faire des actions ciblées à leur endroit pour leur empêcher d'avoir ces comportements-là qui ne nous aident pas du tout dans la lutte contre la rame. Ok, d'accord. Maintenant, les freins, franchement, à cette lutte-là, parce que il y a une idée, il y a des moyens, mais il y a souvent des défis. Dans le contexte africain, on va dire que déjà, quand je vais prendre le concept de la RAN, du One Health tout simplement. Quand vous allez en Europe, vous allez voir dans les rayons œufs, je prends un exemple, dans le rayon œufs, on va mettre l'œuf, on va dire ça vient de telle ferme, ça a été tiré là, voici les expériences qui ont été faites dessus, c'est résistant à tel, mais c'est pas résistant à tel. En fait, il y a toutes les informations dessus. Parce que la résistance, elle est également transmise des animaux aux humains, parce que nous consommons les œufs et les viandes et tout. Presque tout le temps. Exactement. Donc, il y a tout ça. Alors que dans le contexte africain, c'est une méthode qui est difficile à appliquer déjà. Ça, c'est la première des choses. Et également, parlant de changement de mentalité, c'est un peu difficile de dire à un Africain, quand tu es malade, automatiquement, il faut aller à l'hôpital. Exactement. C'est très difficile. Mais possible. C'est très difficile. Et je ne vous arrête pas. Parlant de ça, précisément, j'ai eu une vidéo, un petit sketch à vous présenter qui relate très bien les faits. Je nous invite à suivre cette capsule quand même, et ce théâtre que l'Organisation mondiale de la santé, précisément au niveau du Bénin, nous a permis d'avoir. Loulou, s'il te plaît, avant d'aller à l'école, va me chercher le médicament que je t'avais acheté pour traiter ton palu la semaine passée. Ton petit frère de la fièvre. Tiens chérie, tu iras mieux. Ne t'en fais pas. OJ, 40 degrés. Vite, je dois voir un médecin. Madame, votre enfant est sain et sauf maintenant. Merci beaucoup, docteur. Mais je ne comprends pas. Je lui avais pourtant donné des médicaments. Les mêmes qu'a pris sa soeur quand elle avait le palu la semaine passée. Pourquoi ça n'a pas marché? Les médicaments que prenait votre fille ne sont pas forcément adaptés à l'organisme de votre fils. Madame, en toute situation, la première des choses à faire est de toujours consulter un médecin. L'automédication est une mauvaise chose. C'est compris. Merci, docteur. La résistance aux antimicrobiens se produit ici et maintenant. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes menaces de la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement. En tant que professionnel de santé, encouragez l'utilisation responsable des antibiotiques. Utilisez les tests de diagnostic disponibles pour confirmer l'origine des infections avant tout recours aux antibiotiques. Parlez à vos patients des risques de résistance liés à l'utilisation abusive des antibiotiques. Prescrivez le bon antibiotique à la dose convenable pour une durée appropriée. Mobilisons-nous tous pour préserver l'efficacité des médicaments et sauver des vies. Ensemble, mettons fin à la résistance aux antimicrobiens. Eh bien voilà, je crois que tout le monde s'est retrouvé à travers tout le monde s'est retrouvé. Le petit sketch là du début. C'est le quotidien. C'est le quotidien malheureusement. Et comme elle a dit, quand on voit l'image,
c'est un enfant. C'est à un enfant, c'est à l'élève que la maman a dit va chercher les médicaments. Si elle avait l'information, elle pouvait bien dire à maman, oh mais maman, ça a été refusé, ce n'est pas... Mais maman lui dira, toi tu es à quel âge, tu connais quoi? Notamment nos mémés, nos grands-mères. C'est comme ça, je t'ai géré, c'est comme ça, j'ai pris soin de toi, tu n'as rien eu. Je crois qu'aujourd'hui, on a les résultats, les mauvais résultats aujourd'hui. Quand vous suivez ce sketch, cette capsule-là, qu'est-ce que cela vous inspire? On voit très bien que la prescription médicamenteuse, en fait, elle est spécifique. Ça dépend de la personne, de son âge. Là, on a eu un problème de dosage. La maman, elle a administré le médicament sans se soucier du dosage qu'il fallait pour son bébé. Donc, ça a créé un problème. C'est pour ça qu'on dit toujours, allez à l'hôpital. Parce que seul un médecin habilité, en collaboration avec son équipe médicale, les biologistes et les technologistes biomédicaux, peut vous prescrire un médicament efficace. Et justement, dans ce cas, il y a des tests qui sont faits pour déterminer quel est le médicament exact qu'il faut prescrire pour tel type d'infection pour avoir le résultat qu'on désire avoir. Effectivement. Et on a eu un peu la situation avec la grippe saisonnière de la dernière fois. Tout à fait. Et la société, je crois, oui, la société des infectiologues, ou l'association béninoise des infectiologues, voilà, a été obligée, le président a été obligé de sortir un communiqué à adresser à ses confrères et professionnels de santé qui, à un moment donné, bon, pour sauver la situation, prescrivaient des antibiotiques tous azimuts. Alors que la grippe, c'est une infection virale. Donc, un antibiotique ne peut pas régler une infection virale. C'est ça. C'est impossible. Donc, finalement, quel message avez-vous à adresser aujourd'hui à la population? Alors, le message que je vais adresser à la population, c'est vraiment de nous aider, nous, agents de santé, à les aider, en fait. Nous sommes leurs amis. Aujourd'hui, l'État a mis les bonnes dispositions en place pour que les consultations ne coûtent plus trop cher. Donc, rendez-vous dans un centre de santé, demandez toujours le conseil et l'avis d'un médecin avant toute prise médicamenteuse. D'accord. Est-ce qu'on peut se référer à un pharmacien? Les pharmaciens sont habilités également à administrer les médicaments. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la téléconsultation également ne doit pas prendre corps pour permettre de désengorger? Parce que si pour un bobo, un tel souci, il faut directement aller... Je pense que la téléconsultation peut être une des solutions. N'est-ce pas? Mais il est toujours préférable, en fait, d'aller en consultation. Et le médecin, avant toute prescription, normalement, doit demander des examens. Des examens sanguins, des examens de sel ou des examens d'urine. Donc, c'est vraiment spécifique et précis. Et c'est important que toutes ces étapes soient suivies pour une efficacité durable. Mais je peux quand même dire, pour terminer, que votre casquette de biologiste a beaucoup aidé dans cette lutte contre la résistance aux antibiotiques. Oui, justement. Aux antimicrobiens en général. Justement, parce que, bon, on avait déjà quelques petites notions de base en salle. Et après, j'ai suivi le programme de leadership qui a formé 200 jeunes d'ailleurs. Et après ça m'a motivée, ça m'a inspiré à faire mon mémoire de fin de cycle sur les résistances aux antifongiques. Parce que je l'ai dit en introduction, il n'y a pas que les antibiotiques, il y a également les antifongiques. Donc moi, j'ai travaillé sur les antifongiques, la résistance aux antifongiques chez les femmes. D'accord. Très, très rapidement, le temps il est complètement parti. Les antifongiques pour les personnes qui n'ont pas vraiment la bonne notion. Un petit résumé et comment on arrive à y résister. OK. Les antifongiques, ce sont des antimicrobiens qui ont des actions ciblées sur les champignons, les levures et les champignons et les levures. D'accord. À noter ici que ces microbes-là, les champignons et les levures vont être responsables des infections, exemple candidose, des infections vaginales chez la femme, des mycoses. Parfois, vous allez à la pharmacie, enfin, vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des pommades à passer sur votre peau parce que vous avez des lésions, des trucs comme ça. OK. Ce sont des antifongiques. D'accord. Ce sont des antifongiques. Et le mécanisme, en fait, c'est presque la même chose. Aujourd'hui, c'est comme si c'est en vente libre. Tout le monde y a accès, 1, 2, face à un bobo. Et puis après, on dit, mais tout là ne marche plus. Ou bien c'est le faux. Même pratique. On a des médicaments pour... consulter. Et c'est pour ça, justement, que de plus en plus, le ministère de la Santé interdit aux pharmaciens de vendre les médicaments sans prescription médicamenteuse. Merci beaucoup à vous d'être passé, voilà, la championne pour la lutte contre Clémence Ousoupoé. Voilà, Clémence Ousoupoé. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Eh bien voilà, Jennifer, désormais plus d'antibiotiques sans avis.
médical. Tout au moins, j'irai à la pharmacie. Hein. Sinon, dans le meilleur des cas, voir le Surtout les femmes allaitantes. Ah oui. On passe à la pub, mesdames, messieurs, c'est tout de suite. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Dis-moi, tu as bien tous tes papiers pour ton concours demain? J'espère que tu ne vas pas encore courir dans tous les sens. Maman, il me faut mon acte de naissance et mon CIP. Mais demain, avec le mondial ANIP, je vais souffrir. Mon fils, en 2025, tu veux encore faire la queue? Et c'est ANIP BJ. Tout se fait sur ton téléphone. Besoin d'un document officiel? ANIP BJ, c'est l'administration sans stress où que vous soyez. Attends, je peux retrouver mon NPI, demander mon CIP, mon FID, mon acte de naissance et même faire la demande de ma carte d'identité biométrique et choisir le lieu de retrait. Et tout ça sans passer des heures sous le soleil devant un guichet? On peut obtenir son certificat de résidence et le certificat de coutume et célibat. On peut même consulter les exactitudes des données et soumettre une demande de correction en cas d'erreur. ANIP BJ, c'est simple, rapide et efficace. Plus besoin de vous déplacer. Vos documents vous suivent partout. Attends. Moi, je veux être sûr que ce CIP est bien un vrai. On parle tellement de fraude ces derniers temps que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Papa, c'est super simple. Ouvre ANIP BJ et lance la vérification de ton CIP. Ça fonctionne. Et ce document est bien authentique. Tu vois, papa, fini les doutes. Avec ANIP BJ, plus de risque de fraude. Vérifiez n'importe quel document en quelques secondes avec ANIP BJ. Ne prenez aucun risque. Ça, c'est une bonne chose. Demain, pas de stress, pas de course contre la montre. Merci, ANIP BJ. ANIP BJ, l'administration sans stress où que vous soyez. Téléchargez l'application et simplifiez vos démarches. Avant d'utiliser ANIP BJ, assurez-vous que votre numéro de téléphone est bien enregistré auprès de l'ANIP. Et pour ce faire, rendez-vous dans un centre ANIP où la mise à jour ne prend seulement que quelques minutes. Contactez-nous facilement par WhatsApp, email ou téléphone. Notre équipe est là pour vous accompagner avec une assistance en français et en 10 langues locales. Le Luxembourg soutient et continuera à soutenir le travail qui est fait pour la protection de l'enfant. Nous avons signé 4 accords cadres avec SOS Village d'enfants au monde qui ont accompagné 4 programmes majeurs, notamment au Bénin. Au-delà de la nécessité de la protection de l'enfance que vous faites ici, je salue également l'accompagnement que vous faites pour tout ce qui est l'insertion des jeunes, finalement, leur accompagnement qui mène à leur émancipation économique, notamment des femmes, qui mène à la réduction de tout ce qui est violence basée sur le genre. Voilà, ce sont tous des éléments qui sont très importants pour le Luxembourg et donc merci encore pour tout le travail que vous le faites. Sur nos plateaux, les débats reposent sur le respect mutuel et la neutralité. Nous veillons à ce que les échanges restent axés sur les projets et les idées. Pas d'attaques personnelles et des discours de haine.
Un média responsable, c'est un gage de confiance pour les citoyens. En période électorale, notre mission est d'informer avec rigueur, de veiller à un accès équitable à tous à l'espace médiatique et de garantir à chaque candidat une juste représentation. Un débat responsable, c'est la promesse d'élections apaisées. Le débat électoral doit pouvoir être une tribune d'idées. Faisons des débats sur les médias un outil de paix, de transparence et de cohésion nationale. Notre rôle, c'est d'éclairer les électeurs avec professionnalisme et impartialité afin que chacun vote en toute conscience. Donner la parole à tous dans l'équité et la responsabilité, voilà le sens de notre engagement en période électorale. Il fut une époque où la Terre était un immense terrain de jeu pour nous, les microbes. C'était vraiment le bon temps. Nous étions sauvages et libres, faisant du bien ou du mal aux gens et aux animaux. Comme quoi, on ne quitte pas la rubrique. Heureusement, vous avez changé de place, c'est vrai. On ne quitte pas la rubrique sans rappeler l'essentiel. Bien sûr. Ne nourrissez pas, n'entretenez pas les microbes. Mais on l'a compris. On l'a compris. Alors, place maintenant à une autre rubrique. On poursuit. Bonjour le Bénin. On parle maintenant éducation aux médias. Heureuse éducation aux médias. Je ne sais pas, on a eu à faire des plateaux sur l'info et l'infox, bien sûr. Est-ce que vous vous rappelez de quelques cours? Ah oui, comment elle s'appelle? Marvine Promise nous a éduqués. A éduqué beaucoup de citoyens sur aujourd'hui comment se comporter sur les réseaux sociaux, comment traiter, comment prendre une information à laquelle vous faites face et comment la traiter. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a constaté que là, notre culture, notre responsabilité aussi est engagée face à toute information qui circule, mais il y en a tellement de fausses. Et justement, on va faire la différence, on saura comment sélectionner. Justement, on revient sur ce sujet très pertinent de l'info et de l'infox. Et pour illustrer cela avec tout ce qui se passe, comme Heureuse l'a dit, on va suivre une vidéo. C'est une vidéo faite par les journalistes de France 24 qui retrace un peu tout ce qu'il y a eu de faux et diffusé sur notamment les réseaux sociaux. C'est une étude d'Anthony Saint-Léger qui rappelle justement l'importance de toujours vérifier nos sources avant de publier. On suit la vidéo. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors que le calme est revenu au Bénin, on revient avec vous sur plusieurs cas de désinformation qui ont entouré le coup d'État manqué d'hier. Oui, on va commencer avec ces images, un montage que l'on va retrouver essentiellement sur Facebook, notamment issu de pages burkinabées. Regardez des personnes dans les rues qui semblent manifester avec cet écriteau PLP du nom du Parti pour la libération du peuple et ce slogan, la voix du peuple, l'esprit du Bénin, c'est ce qu'on peut lire. Et en commentaire de ces clichés, vous le voyez, des millions de Béninois sont sortis ce matin pour acclamer les militaires qui ont pris le pouvoir, nous dit-on, et de scander Pascal Tigri du nom de ce lieutenant colonel à l'origine de ce putsch manqué, sauf que tout ça c'est faux. Ces photos, si elles ont bien été prises au Bénin, elles ne sont pas récentes. Regardez, je vous les remets ici pour mémoire. La première, eh bien, on la retrouve effectivement au Bénin, je vous le disais, à Cotonou en l'occurrence, mais le 22 juin 2017. Pour ce qui est de la seconde, recherche d'images inversées également, et on est ramené cette fois non pas sur l'AFP, mais sur un reportage de la chaîne de télévision Africa 24 en date, vous le voyez, du 24 janvier 2018. Alors prétendre que des manifestants sont venus en nombre soutenir les militaires pour le coup d'État, c'est un narratif que l'on va retrouver aussi sur cette vidéo TikTok que l'on va découvrir ensemble. Regardez. On voit effectivement là encore beaucoup de monde dans les rues, une foule qui regarde l'hélicoptère qui la survole. On a aperçu une petite image de Patrice Talon et je vous remets le commentaire que nous dit-on. Il y a un coup d'État en cours, certes, mais aussi que toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes ont été fermées. Voilà ce qu'ajoute le commentaire. Et en réalité, pourtant, ce sont des images du Kenya, de Nairobi plus précisément. Ces images, elles nous viennent du 16 octobre dernier.
dernier. Souvenez-vous, l'ancien Premier ministre Raila Odinga mourait. Ces gens sont venus lui rendre hommage et l'hélicoptère, on le retrouve d'ailleurs ici. On retrouve aussi même le panneau publicitaire que l'on a pu voir dans la vidéo, cliché que l'on doit à Thomas Mukoya pour le Reuters. 3 cas classiques donc des informations, sortir des images de leur contexte. Autre procédé courant, Anthony, l'usurpation. Oui, effectivement. Et une fois de plus, c'est France 24 qui en a fait les frais, ciblé par la page Facebook Notre Bénin. Le trucage en question mis en doute l'authenticité de la locution présidentielle du président Talon, Patrice Talon, qui assurait que la situation était sous contrôle, mise en doute en assurant que tout ça avait été généré par l'intelligence artificielle. Et c'est idem pour la prise de parole cette fois du ministre de l'Intérieur de Alassane Seydou, le ministre béninois, qui lui assurait que la tentative de coup d'État avait été mise en échec. Là aussi, la page accuse l'intelligence artificielle. Elle va même plus loin en accusant le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères français, d'avoir piraté Bénin TV et assuré que le ministre de l'Intérieur n'a pas pu prononcer ses propos puisqu'il aurait été retenu par le CMR, le Conseil militaire pour la refondation, page dont l'administrateur est en fait basé au Burkina Faso, d'après la rubrique transparence de la page indiquée sur Facebook. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, qui avec le Mali et le Niger compose l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il faut dire que dans toutes les infox qui ont été liées à ce putsch manqué, beaucoup ont émané effectivement de comptes qui sont habitués à désinformer et à servir la propagande de l'AES dans le but de déstabiliser les pays voisins comme le Bénin, mais aussi la Côte d'Ivoire et d'attiser les tensions. Et précisément dans le but d'attiser ces tensions, cette fois avec la France, l'armée française a fait l'objet d'un tox, Anthony. Oui, je vous en donnerai qu'un exemple. On est là encore dans un grand classique de désinformation. Plusieurs publications de dénoncer par exemple cette guerre, je cite, que mène la France contre les Africains depuis 190 ans. On rappelle que la France officie dans la région en matière de lutte contre le terrorisme. Elle est accusée d'avoir joué un rôle contre les putschistes et cette publication d'affirmer à tort que le CMR, dont je vous parlais tout à l'heure, a abattu un aéronef de l'armée française au nord de Cotonou. C'est faux, et de nous fournir donc cette image effectivement d'un aéronef, oui, pas n'importe lequel, c'est en effet un Mirage 2000, un avion français donc, sauf que vous voyez cette photo, elle date du 9 avril 2023, on est sur la base de Hsinchu à Taïwan, et il y a aussi ces images d'avions russes en Syrie de 2013, bref, les exemples sont légion. En tout cas, des infox, j'ai envie de dire très très professionnels. Franchement, je crois que les victimes, c'est surtout ces internautes-là qui ne savent pratiquement rien, qui vont sur les réseaux sociaux pour s'informer, mais qui ont accès beaucoup plus à des infox. Tout à fait. C'est compliqué. C'est compliqué, justement. Moi, je rappelle, Marvin nous disait il faut aller sur Google. Notre invité ce matin nous a dit il faut voir les pages officielles. Oui. Peut-être en l'occurrence Bénin TV, notre chaîne. Peut-être se faire un peu de pub puisqu'on a été cité. Donc, toujours vérifier. Il faut toujours vérifier. Voilà. Je crois que nous avons Google Images qui peut nous permettre, cette plateforme-là, on peut mettre les images qui nous semblent un peu douteuses pour avoir la véracité, être sûr de la date, du lieu, des conditions dans lesquelles ces images ont été prises. Nous avons également, il y a tellement de sites. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher, on en aura parce que tout le monde ne peut pas être spécialiste, tout le monde ne peut pas être expert en la matière. Mais le rôle, je crois, est aujourd'hui confié à ces experts-là. S'ils peuvent franchement produire des capsules, comment on doit vérifier les informations, comment on doit se comporter face à une information quelconque et surtout nous amener à activer notre esprit critique face à toute information sur les réseaux sociaux. Je crois que ça va nous aider. Ça a toujours été une réalité, juste qu'on le vit un peu plus. Un peu plus à cause de ces situations passées. L'heure à faire très attention à sélectionner ce qu'on consomme et surtout, c'est d'où l'intérêt de ces plateaux-là, à savoir relayer, parce que très vite, vous tombez sous le coup de la loi. Le code numérique ne pardonne pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Très, très attention. Toujours vérifier avant de s'alarmer, avant de s'inquiéter et être sûr avant de partager. Heureuse, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé le plateau avec moi. Merci à vous. On se retrouve demain toujours avec le même plaisir. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonjour le Bénin, c'est fini pour aujourd'hui. À demain, toujours avec le même plaisir.